Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition de l'émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie Limage. Au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, hier, je vous avais dit à l'émission Bouquet évangélique, maître Jean-Denis a une émission spéciale pour vous. Alors, concernant un article écrit sur les gens qui se déplacent. Alors, restez là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Restez là, ne bougez surtout pas, vous allez tout savoir. Alors, on veut, comme d'habitude, saluer tous nos amis qui nous écoutent un peu partout, à Montréal, à Ottawa, Toronto, Halifax, un peu partout au Canada. Vous nous écoutez parce que c'est vraiment un rendez-vous chaque samedi à pareille heure. Vous savez que vous allez avoir les dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada et vous allez avoir les conseils appropriés pour prendre les bonnes décisions. On veut vous saluer. On salue également les gens qui nous écoutent au pays de Donald Trump et tous ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui ont le programme de TPS et qui actuellement sont très inquiets avec raison parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu l'invitation pour renouveler ce programme-là. On leur dit de rester, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils doivent continuer à attendre. On salue aussi ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas de statut et qui veulent traverser ici au Canada. On va donner des chiffres. On dit qu'il y a plus de 1200 personnes qui sont arrivées au Canada entre janvier et février et le nombre continue à augmenter. On veut saluer également ceux qui nous écoutent, par exemple en Amérique latine, en Amérique centrale, les gens qui font le trajet du Brésil jusqu'au Mexique et surtout ceux qui nous sont à la frontière avec les États-Unis, de la région de Tijuana. Ce soir, à l'émission, nous allons avoir avec nous M. Rony Désir de la Maison d'Haïti à Toronto, lui qui mène un combat depuis quelque temps pour demander au gouvernement canadien de faire quelque chose pour ces Haïtiens qui sont bloqués dans la région de Tijuana. Alors ce soir, vers 6h30, 6h40, on va la voir à l'émission. On veut également saluer nos amis en Haïti qui nous écoutent dans presque toutes les régions du pays. On commence d'abord avec la région du Nord-Est, à Fort-Liberté. Il y a Radio Méloïka, 103.5 FM, c'est-à-dire qu'on commence avec cette radio-là aujourd'hui. On veut saluer tous les habitants de Fort-Liberté, tous les habitants du Nord-Est, en même temps ceux qui écoutent également dans le département du Nord. On salue ceux qui nous écoutent à Port-au-Prince avec Radio Solidarité, M. Venel Romaret. On salue ceux qui nous écoutent également dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express. Plateau Central, Radio Levé Campé. Département du Sud, c'est Radio Makaya, dans tout le département du Sud. Alors, vous tous qui nous écoutez depuis Haïti, on vous dit bonjour, bonsoir, et on sait que vous écoutez parce que vous voulez venir au Canada pour la plupart parce qu'il n'y a pas d'avenir, vous ne savez pas à quel sein vous vouez parce que la situation est extrêmement difficile pour vous. Alors, on va vous donner des nouvelles et on va vous dire, suivant les lois de l'immigration, ce que vous pouvez envisager pour le moment. Alors, ce soir à l'émission, c'est vraiment très très chargé. On va vous expliquer ce qu'on va faire. D'abord, on a les nouvelles et le rappel des nouvelles. On va faire ça très rapidement ce soir parce que on a l'entrevue avec M. Rony Désir vers 6h30, 6h40 parce qu'on va parler de la situation des Haïtiens. Mais en même temps, après, on va faire un éclairage sur la situation des personnes qui font la demande d'asile ici et qui sont devenus résidents permanents. Les gens qui ont fait leur demande d'asile et qui sont devenus résidents permanents, cette semaine, il y a un article qui est sorti où une avocate a rappelé aux gens l'importance de ne pas voyager parce qu'ils risquent gros
ils peuvent être renvoyés parce qu'ils ont voyagé. On va vous donner les détails parce que jusqu'à présent, même si on avait dans la campagne électorale, le gouvernement libéral avait prévu annuler ces dispositions, elles ont été prises sous le gouvernement de M. Harper, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Et puis, alors on va faire un éclairage là-dessus. Et par la suite, on va ouvrir les lignes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là appeler et ça va nous faire plaisir de vous parler. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Camarade, sac passé, comment y est? Enfin, oui, et ou même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via avec. Seulement à Unitransfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon mini-transfert. Bon mini-transfert. À Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici et en Haïti, dites toujours bon mini-transfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Quand vous êtes en Haïti, vous voulez nous parler, il faut d'abord appeler à ces numéros-là et vous allez prendre un rendez-vous téléphonique avec nous. Alors pour tous ceux qui sont en Haïti, il faut appeler de lundi matin, vous appelez au bureau et une personne va vous répondre et là maintenant vous allez prendre un rendez-vous téléphonique. Même si vous nous envoyez des messages WhatsApp, on ne peut pas répondre à tous les messages WhatsApp. Si vous voulez vraiment traiter votre dossier, vous voulez avoir les bons conseils, appelez d'abord à l'un de ces numéros 48 20 78 18 22 09 76 82. Si vous êtes aux États-Unis ou bien au Canada, vous avez le numéro 438 876 9398. Et vous pouvez aller également sur le site internet www.visionmaxservice.com ou bien vous pouvez envoyer un message à l'adresse courriel info@visionmaxservice.com. On met S à service. Alors on commence rapidement avec les nouvelles. Et d'abord on parle de dossier de violence conjugale. On sait qu'il y a ce monsieur du Sri Lanka qui s'appelle Sivalunagadanthan Thanabalaskagam. Il a comparu jeudi devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié
Et on a décidé de l'incarcérer. On se rappelle ce monsieur-là, c'est celui qui a été libéré parce qu'il a passé plus de 56 mois en prison. La justice n'avait pas décidé de son sort. Et à ce moment-là, le juge l'a libéré. Et lui devait normalement vivre de la collectivité, mais la commission de l'immigration et du statut de réfugié l'a convoqué et a décidé de l'incarcérer parce qu'il représente une menace pour la société. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui, et ce monsieur-là? Il a tué sa femme et jusqu'à présent, il dit que c'est sa femme qui a tort. C'est sa femme qui le provoquait et c'est pourquoi il l'a tué et maintenant il n'est pas responsable. Sa sœur est venue à la commission de l'immigration comme témoin. Sa sœur a dit également la même chose, que monsieur n'a rien fait de mal. Ça veut dire que c'est sa femme qui a appelé la police, c'est sa femme qui a provoqué tout ça. Alors avec ça maintenant, on ne peut pas dire que monsieur est coupable. Et son frère a témoigné également. Alors à partir de là, la commissaire Stéphane Morin a trouvé que c'était extrêmement grave que des gens tuent par exemple une autre personne et trouvent que cette personne qui est morte, elle est responsable, elle est coupable. Alors on dit, ces parents-là voulaient avoir le monsieur à la maison. La commissaire a dit, je ne peux pas vous laisser chez des gens qui pensent que vous n'avez rien fait et qui ne comprennent pas ce qu'est la violence conjugale, a-t-elle souligné. Alors il avait reçu une peine de 5 mois de prison. Il attendait pour le mettre de sa femme, mais il n'y a jamais eu, par exemple, de procès parce qu'il était resté en prison. Après 56 mois, le juge Alexandre Boucher l'a libéré parce que dans l'arrêt Jordan, on dit on ne devrait pas accepter que quelqu'un soit en prison. Si c'est une cour provinciale, après 18 mois, on devrait avoir un procès. Et là, maintenant, il a passé 56 mois. Actuellement, on est en train de faire des procédures pour le déporter vers son pays parce que on trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment un danger pour la société. Il y a eu un article qui est paru cette semaine sur la plume de Lise Ravary qui parle de la violence chez les immigrants. Elle dit que le Québec a besoin d'immigrants. On a eu des vagues successives d'immigration judéo-chrétienne au XXe siècle, des Italiens, des Polonais, des Juifs, des Portugais, des Chiliens, des Irlandais, des Ukrainiens. Et on dit que depuis l'année 2000, on accueille un nombre de gens dont les valeurs fondamentales et la culture s'éloignent des valeurs judéo-chrétiennes. Alors on prend le cas de ce Sri Lankais de 31 ans qui est accusé d'avoir égorgé sa femme de 21 ans. Voilà qu'il sort blanc comme neige, pour l'instant grâce à l'arrêt Jordan, même s'il avait été condamné 3 fois pour violence conjugale. Il dit qu'on sait que c'est pas seulement les immigrants qui frappent ou qui battent leurs femmes, il y a environ 20 000 pure laine qui le font chaque année, mais on trouve que ce qu'elle déplore, c'est que on a l'impression que dans d'autres cultures, on banalise la violence conjugale. On trouve que c'est rien du tout, c'est comme si c'est rien d'après ce qu'elle dit. Alors, il dit que comment, par exemple, on voit une situation de ce monsieur qui habite au Sri Lanka. Lui, il vient d'un pays où 60% des femmes sont battues régulièrement. Alors, il dit que maintenant, ce monsieur-là, on comprend pourquoi il refuse d'admettre que la violence conjugale, c'est quelque chose à être banni. Alors, il dit que aujourd'hui que le Canada accueille des immigrants et on constate que ça se fait dans beaucoup de cultures. Là, on devrait avoir une réflexion là-dessus parce qu'on ne peut pas accepter que des gens continuent à pratiquer ou à user de la violence pour régler des conflits. Et si ça continue, on va se poser des questions. Est-ce qu'à la fin, est-ce qu'on va continuer à avoir une société égale et quelle sera la place des femmes de cette société-là? Et c'est pourquoi la commissaire Stéphane Morin disait le niveau de compréhension de la criminalité de ce monsieur n'est pas adéquat. C'est difficile de mettre des mots sur ce qui leur manque. Alors voilà pourquoi on a gardé, par exemple, de faire, par exemple, de le mettre en prison jusqu'à présent.
Dernièrement, on a eu des personnalités de la société québécoise canadienne qui ont pris position. Par exemple, M. François Legault, qui est le chef de la CAQ, et ensuite la dame Kelly Leitch du Parti conservateur. Il propose d'administrer un test de valeur aux immigrants. Ça veut dire qu'avant d'accepter les immigrants, on devrait le faire passer un test de valeur pour savoir est-ce qu'il croit vraiment aux valeurs fondamentales d'une société égalitaire, d'une société démocratique. Actuellement, l'Australie, l'Allemagne, la Hollande le font avec des résultats mitigés. Alors, ça veut dire que là, on se pose des questions parce que si on vient avec toutes ces mentalités-là, c'est sûr que ça va poser des problèmes. Et on sait que cette question de violence conjugale, elle est vraiment répandue un peu partout, même dans notre communauté. On voit comment de plus en plus on retrouve ces cas, de plus en plus des gens qui appellent le 911 parce qu'ils ont un problème avec leur mari, ils ont un problème avec leur femme. Ça devient vraiment pénible et il y a vraiment des réflexions à faire à ce niveau-là parce que on ne peut pas bâtir une société, on ne peut pas aller de l'avant quand vous avez la seule façon de résoudre le problème, c'est par la violence. Parce que la violence, quand quelqu'un utilise la violence, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Parce que si la personne avait des arguments, elle n'aurait pas utilisé la violence. Alors il faut qu'il y ait des réflexions là-dessus. Et si maintenant on commence à appeler la police pour n'importe quoi, et finalement, c'est quoi cette vie de couple que vous menez si vous ne pouvez pas résoudre ça? On voit que ça existe dans beaucoup de sociétés comme la société haïtienne, la société latino, la société africaine, mais on voit que dans d'autres sociétés, c'est pas tellement répandu. Alors il faut faire l'effort nécessaire pour éviter que ces choses-là arrivent. On laisse ce dossier de violence conjugale. On va passer maintenant au dossier des États-Unis. On sait que avec M. Donald Trump, depuis son arrivée, la question des immigrants fait problème. Alors, cette semaine, il a annoncé qu'il va renforcer les moyens de traquer des clandestins. Alors, depuis qu'il a pris des mesures pour traquer les clandestins à la frontière, on voit que le nombre de Mexicains qui tentent d'aller aux États-Unis a diminué. Alors, là maintenant, il dit qu'on doit continuer. Il est très content parce qu'il voit que le nombre de clandestins qui essaient de passer par la frontière a diminué. Alors, des instructions ont été passées aux policiers, aux procureurs, aux juges de sévir en interpellant et en jugeant tous les immigrants qui n'ont pas les papiers requis aux États-Unis. Alors, il a passé à travers le secrétaire d'État à la sécurité intérieure, des instructions formelles ont été passées aux policiers, aux procureurs, aux juges de sévir en interpellant et en jugeant tous les immigrants qui n'ont pas les papiers requis. Alors là maintenant, les critères de recrutement des agents de l'immigration ont été assouplis pour grossir les rangs de ceux qui mettent en œuvre ces politiques. La construction de bâtiments pour la détention des clandestins a été engagée et davantage de juges ont été nommés. Ça, c'est les mesures qui ont été prises. En même temps, les autorités ont été également priées de retrouver les clandestins qui habitent aux États-Unis depuis des décennies, y compris ceux qui se trouvent dans les lieux qualifiés par leurs défenseurs de sanctuaires, les tribunaux, les mairies, les villes, souvent démocrates, qui ne cachent pas leur désaccord avec les politiques d'immigration de Donald Trump. Alors, c'est la situation. Il dit qu'il va expulser les quelques 11,1 millions de clandestins qui vivent actuellement aux États-Unis. La plupart viennent du Mexique. Beaucoup d'entre eux vivent depuis des années aux États-Unis. Et on voit que lorsqu'il a pris ces mesures-là, ça a été bloqué par beaucoup de juges. Alors, voici la situation. Et le secrétaire d'État à la justice, Jeff Sessions, a ordonné cette semaine aux douanes et aux services d'immigration d'interpeller quiconque traverse la frontière sans papier et de présenter immédiatement cette personne à la justice. Il a aussi ordonné aux procureurs de les inculper pour délit s'ils sont repris une seconde fois et d'emprisonner ceux qui transportent ou hébergent des clandestins ainsi que ceux qui présentent de faux papiers. Alors voici la situation avec Donald Trump. En même temps, il a pris la mesure contre les entreprises technologiques qui vont utiliser les visas H.1B pour faire venir de la main-d'œuvre qualifiée.
On dit que non, on ne doit pas accepter ça, même s'il y a près de 1500 économistes démocrates et républicains, dont 6 lauréats de prix Nobel, qui ont contesté cette décision parce que on sait qu'aux États-Unis, les clandestins jouent un rôle important dans l'économie parce qu'il y a des activités, il y a des travaux que les Américains, que les résidents permanents ne vont pas faire, alors que les clandestins, ils peuvent le faire. Alors, on dit, on n'encourage pas les gens à venir de façon illégale, mais ils sont déjà aux États-Unis depuis 10 ans, depuis 15 ans. Alors, un matin, on se réveille, on dit, bon, on va les déporter, on va les expulser, ce n'est pas chose facile. Alors, on trouve qu'il y a des choses qui devraient être faites avant. Et en ce sens, il y a plus de 150 entreprises américaines qui ont protesté auprès du gouvernement américain. On parle de Facebook, Google, Amazon, Microsoft, et qui ont pris position contre ce document parce que ce décret vise à, par exemple, à réviser la situation, par exemple, des personnes qui arrivent avec un visa H-1B. On dit que ça va infliger des dommages substantiels aux entreprises américaines, à leurs salariés et à l'ensemble de l'économie. OK? Alors là, voici la situation. C'est tout le monde qui proteste contre M. Donald Trump parce que sa façon de voir est totalement différente. On trouve que c'est une situation à suivre et puis on doit faire beaucoup de choses. Maintenant, on passe de l'autre côté de la frontière. On va regarder la situation d'asile au Canada. On dit actuellement, d'après ce qui a été publié par Radio-Canada, sous la plume de Catherine Kovacs, les services frontaliers canadiens sont débordés. Le flux de migrants en provenance des États-Unis ne s'est pas atténué. Au contraire, en janvier et en février 2017, 1176 demandeurs d'asile ont franchi la frontière canadienne illégalement par le chemin Roxham près de Hemmingford, au Québec. C'est devenu une véritable crise que le Canada a de la difficulté à gérer par manque de ressources. Alors là, c'est ça la situation. Les gens arrivent de façon illégale et la province qui est la plus affectée, c'est la province du Québec. Alors écoutez bien ceci. Au Manitoba, en janvier, on a eu 19 cas. En février, 142 et en mars, 170. Tandis qu'au Québec, en janvier, on a eu 245 personnes qui ont traversé la frontière illégalement, 432 en février, 644 au mois de mars. Il y a 644 qui ont traversé la frontière à ce niveau-là. On dit que il y a 1800 personnes qui sont entrées de façon irrégulière depuis le début de 2017 pour réclamer l'asile aux États-Unis. Parmi les 1860, 1321 sont venus au Québec. Alors, le Québec et le Manitoba sont les deux provinces qui reçoivent autant de demandes d'asile des gens qui traversent la frontière de façon illégale. Alors, on dit que là, maintenant, ça commence à être vraiment inquiétant. Est-ce qu'on va continuer à laisser passer ces gens-là? Et dans le reportage de Catherine Kovacs, on disait que les douaniers américains encouragent les gens à traverser la frontière. On se débarrasse des gens dont on n'a pas besoin aux États-Unis et on les fait passer au Canada. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, au niveau de la commission de l'immigration, c'est le bordel puisque on a tellement de dossiers, tellement de cas, on annule les audiences parce qu'on n'arrive pas à avoir des audiences en temps opportun pour ces cas-là. Et on se pose la question, le gouvernement jusqu'à présent dit que tout est sous contrôle, mais les gens arrivent et pour la plupart, ils viennent, ils font les demandes d'aide sociale et on leur donne de l'argent. L'argent qu'on leur donne, c'est l'argent des taxes que nous payons. Alors, voici la situation et on se dit, si on ne fait rien, absolument rien, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que des personnes au niveau de la société, par exemple, on a le NPD qui dit qu'on devrait revoir le plan entente sur les pays tiers sûrs, mais à ces gens-là aussi qui arrivent, je voudrais leur dire que quand vous arrivez en si grand nombre, vous allez par exemple dans l'aide juridique, vous allez à Praïda, vous allez à YMCA. Alors sachez que vous prenez encore un autre risque également dans le sens que si votre demande est refusée,
parce que vous n'avez pas bien préparé votre dossier, ce qui va se passer, on va vous déporter. Et on ne va pas vous déporter aux États-Unis, vous allez retourner dans votre pays d'origine. On continue. On apprend également que le nombre de demandes d'asile des Mexicains a augmenté également au Canada. En 2016, il y a eu 266 demandes d'asile en provenance du Mexique, ou bien des ressortissants du Mexique. Déjà en 2017, on est passé à 241 parce qu'on sait que le 1er décembre, le gouvernement a levé l'obligation de visa pour les Mexicains. Alors, on constate qu'en 3 mois, le nombre de demandeurs d'asile en provenance du Mexique a déjà dépassé celui de l'ensemble de 2016 à 241. Parce que les Mexicains ne pouvant plus aller aux États-Unis, ce qu'ils font maintenant, ils font des demandes, par exemple, au Canada. En 2008, lorsqu'on a imposé le visa, il y avait 9000 demandes de réfugiés qui ont été déposées, de statut de réfugiés qui ont été déposées à la commission de l'immigration par les Mexicains. Et M. Harper avait dit que trop, ce n'est trop. Alors, avec ça, maintenant, on avait augmenté, on avait imposé le visa. Et on a dit qu'en éliminant le visa sur 10 ans, le coût était autour de 260 millions de dollars si on soustrait les retombées du tourisme mexicain. Alors, quand on élimine le visa, le gouvernement canadien perd à peu près 260 millions de dollars. Et maintenant qu'on a enlevé cette obligation, voilà que des Mexicains commencent à venir en grand nombre pour faire leur demande de visa, d'asile ici. Alors, il y a encore des questions qui se posent à ce niveau-là. Maintenant, parlons de dossier de renvoi, et on va parler de 2 sujets assez intéressants. On apprend que Mohamed Amin Ben Faras, celui-là, c'est le neveu de l'une des personnes qui a été assassinée de la mosquée à Québec. Alors, il est le neveu de quelqu'un qui a été assassiné en janvier à la mosquée du Québec. Et lui, maintenant, il avait menacé le présumé responsable, Alexandre Bissonnette. Il l'avait menacé de mort. Aujourd'hui, ce monsieur-là, qui avait menacé Alexandre Bissonnette, il a été déporté du Canada parce que on a trouvé qu'il n'avait pas le droit de menacer ce monsieur-là, même s'il est présumé auteur de l'attentat de la mosquée. Alors hier, il a été conduit à l'aéroport Jean Lesage du Québec et il est d'origine marocaine mais de nationalité italienne. Et pendant 3 ans, il ne peut pas retourner au Canada. Alors, le neveu de l'un de ceux qui a été tué à la mosquée de Québec, parce qu'il était fâché, parce qu'il n'était pas content, il a menacé l'auteur, ou bien le présumé auteur de l'attentat. Et on a dit que non, on n'accepte pas ça, même si lui, il est coupable, il est criminel, il a tué des gens, mais vous n'avez pas le droit non plus de le menacer de mort. Alors, le juge a pris la décision, on l'a expulsé du pays parce qu'il était résident permanent, il a été expulsé et il ne peut pas retourner au Canada avant 3 ans. Et là, il doit faire une demande d'autorisation de rentrer, tout ça, c'est assez compliqué. En parlant de ça, en parlant de renvoi, alors cette semaine, on a eu un article, c'est une avocate, je vais vous donner le nom, qui s'appelle Madame Maître Méran, qui a repris les textes de loi au Canada pour expliquer aux réfugiés, aux personnes qui arrivent ici, qui sont devenus résidents permanents de la catégorie de réfugiés, on leur a expliqué qu'ils ne doivent pas voyager parce que s'ils le font, et je sais que ça concerne beaucoup les gens de notre communauté, souvent les gens, une fois qu'ils sont devenus résidents permanents, ils décident de retourner en Haïti, ils retournent dans d'autres pays parce que un voisin l'avait fait, c'est pas un problème, et puis il est retourné, et puis tout le monde essaie de faire la même pratique. Alors, la professeure Hélène Méran de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke s'est penchée sur la question du statut de résident permanent des réfugiés du Canada.
Dans son article publié dans la revue Parole de droit, elle dit que cette mesure est peu connue des réfugiés en sol canadien. La perte de statut de résident permanent pour un réfugié qui retourne dans son pays natal ou qui demande le renouvellement de son passeport dans son pays d'origine. Elle dit que depuis 2012, il y a plusieurs réfugiés qui possédaient le statut de résident permanent qui se sont fait interpeller pour avoir renouvelé et utilisé pour voyager leur passeport du pays qu'ils ont fui ou encore pour être retournés dans son pays. Alors, elle prend beaucoup d'exemples. Il y a M. Bermudez, un réfugié d'origine colombienne, père de 3 enfants nés au Canada, qui a fait l'objet d'une récente décision de la Cour fédérale sur la question de la perte d'asile. Lui, il a fait la demande d'asile au Canada. Il est d'origine colombienne. Il est retourné en Colombie à 2 reprises pour rencontrer et marier sa fiancée. Il a utilisé son passeport colombien pour voyager, notamment au Mexique, explique M. Méran. En conséquent, M. Bermudez a reçu un constat de perte d'asile, ce qui a entraîné la perte de son statut de résident permanent. Alors qu'il vit au Canada depuis plus de 10 ans, il devenait maintenant interdit de territoire et sujet à une mesure de renvoi. Alors, pour le monde qui ne comprend pas, je vais essayer de dire nous ça très clairement. Si nous faisons dossier résidence, parce que nous demandons asile, nous n'avons pas le droit de voyager pour nous aller dans le pays, dans Haïti, dans notre pays. Il y a des gens qui ont essayé de passer à Saint-Domingue, pour 2 Saint-Domingue, pour aller à Haïti. Si nous faisons ça, nous risquons un pile bagage parce que là, nous tournons, nous avons fait un constat, nous dit que nous perdons statut nous parce que nous-mêmes, dans la situation, ça, nous devons voyager. En pile fois, nous ne pouvons pas voyer nous tourner, mais nous n'avons pas de statut, ça veut dire que nous perdons le net. Alors, c'est peut-être ça, nous dit ça, c'est un bagage qui est important. Et lui rappeler, rappeler ça parce qu'en pile, le monde pensait, voisin, tu voyager, c'est pas un problème, et puis lui-même, il a voyagé tout. Alors, M. Méran dit que les contestations juridiques se multiplient devant les cours fédérales. Les projets de loi C-294, C-333 ont été déposés en juin 2016 et en décembre 2016 par les néo-démocrates pour abroger les dispositions de 2012. Ça, c'est M. Harper en 2012 qui a pris ces dispositions. Mais jusqu'à présent, c'est une loi qui annule une loi, c'est un règlement qui annule un règlement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de décision avec ça. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, prend le risque d'aller à l'étranger, ou bien si la personne renouvelle son passeport. Parce que quand vous faites une demande d'asile contre un pays, ça veut dire que vous dites que ce pays-là ne peut pas vous protéger. Et lorsque vous réclamez le passeport de ce pays, vous réclamez la protection de ce pays. Alors ça veut dire que c'est une contradiction. Vous avez dit il y a 2 ans que ce pays ne peut pas vous protéger. Et voilà que maintenant, vous dites que vous allez demander un passeport. Et en ayant ce passeport, vous réclamez la protection de ce pays. Alors vous voyez que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec ça. Alors là, c'est... Il y a tellement de choses à dire sur la question des cours de français. Cette semaine encore, le Québec a fait parler, et le ministère de l'Immigration du Québec a fait parler de lui parce qu'on a constaté que on dit il y a des tests de français qui ne sont pas, qui sont administrés par certaines écoles, qui ne sont pas reconnus. Encore des problèmes. On ne sait pas ce que le Québec finalement veut. Des gens qui ont passé des tests dans des écoles reconnues, par la suite, le ministère dit non, ces tests-là ne sont pas reconnus. Chaque semaine, on voit, il y a des choses qui se passent, c'est incroyable. Dernière chose, on apprend aussi, comme j'ai dit tantôt, l'Australie va imposer un test de valeur aux immigrants parce qu'on trouve que c'est pas normal. Mais sachez qu'en matière d'immigration, le Canada imite souvent l'Australie. Ça veut dire que le Canada a un système d'immigration qui ressemble un peu à l'Australie. Le système d'immigration aux États-Unis, c'est un système d'immigration familial.
On peut pas réunir tout le monde, même si Donald Trump dernièrement a dit qu'on va changer ça, mais jusqu'à présent, c'est le système d'immigration familiale. Au Canada et en Australie, c'est le système d'immigration économique, c'est suivant les diplômes, suivant les études qu'on va vous qualifier. Alors voilà que maintenant, on a l'Australie qui impose un test de valeur, qui va imposer ça. Alors très bientôt, déjà, il y a un candidat à la chefferie au Parti conservateur qui demande d'imposer un test. Alors, très bientôt, le Canada peut emboîter le pas. On prend une toute petite pause. On va commencer avec le rappel et puis après, c'est M. Oli Désir qui sera avec nous en direct. Passionné par le travail, eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi de la diversité et de l'intégration le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e avenue Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi de la diversité et de l'intégration le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e avenue Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Rapidement, on fait le rappel des nouvelles les plus importantes au niveau de la demande de visa de visiteurs. Là maintenant, on a mis le cap sur les grandes vacances, ou bien sur la fête des pères. Si vous voulez vraiment inviter vos parents, passez nous voir. On va regarder avec vous la situation. En tout cas, jusqu'à présent, les gens qui ont suivi nos consignes ont eu des résultats. Et même si des fois, on vous dit que vous ne pouvez pas, même si vous n'êtes pas content, mais on sait que vous revenez par la suite parce que ce que nous vous disons est vrai. On ne peut pas avoir tort d'avoir raison trop tôt. Nous, on vous dit la vérité parce que notre objectif, c'est de vous expliquer, c'est de vous dire la situation comme elle est parce que vous avez droit à de bonnes informations pour savoir comment faire votre demande d'asile et de demande de visa de visiteur. Maintenant, pour le permis d'études, pour ceux qui veulent faire des demandes de permis d'études, là, on est sur la période du mois d'août, le trimestre d'automne. Alors les gens qui sont à l'étranger, qui veulent venir, alors vous nous appelez ou bien vous passez au bureau, on va vous expliquer, on va analyser votre situation, on va déterminer si oui ou non vous pouvez appliquer pour le programme de permis d'études. Sachez que pour ce programme-là, si vous n'avez pas la capacité financière, vous ne pouvez pas. À faire des chances-là, ça peut exister. Alors il faut à ce moment-là démontrer qu'effectivement vous pouvez faire venir vos enfants pour étudier ou bien vos parents, tout ça. Maintenant, pour la question de demande de résidence permanente, les gens qui sont ici au Canada avec un visa de visiteur et qui voudraient par exemple savoir ce qu'ils doivent faire, on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui font des demandes d'asile. Alors vous savez que la loi de l'offre et de la demande, s'il y a beaucoup de gens qui font des demandes d'asile, alors vous comprenez que ils ont déjà un quota, ils ont un nombre qui est fixé et il y a beaucoup de personnes qui font la demande. C'est sûr qu'on ne va pas accepter tout le monde. Faites attention, pas quitter tout le monde comme dit n'importe qui bagaille. Il y a un problème dans la communauté, ça, ou bien dans beaucoup d'autres communautés, c'est que ça qui veut, c'est les gens depuis le là avant, ils pensent qu'on toute bagaille, ils disent toute bagaille. Si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que à le faire retour. Non, faites attention là. Vous voulez avoir les bons conseils, vous nous appelez, vous passez nous voir, on va vous dire si oui ou non ça vaut la peine parce que un dossier d'asile, c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas de n'importe quelle façon parce que vous allez avoir des problèmes à la commission pendant l'audience si ce que vous dites est contradictoire. Maintenant, pour les questions de travailleurs qualifiés, pour les gens à ce moment-là qui veulent s'organiser pour faire une demande de travailleurs qualifiés, très bientôt, Québec va annoncer la date. Alors, pour moi, en Haïti, nous avons dit oui, mais qui l'est, nous-mêmes, nous obligés de dire nous qui ça qui est vrai. Alors, si Québec pas quoi annoncer, nous pas qu'à dire. Et si pas de moyens, nous obligés pas qu'à dire dans ce sens. Alors, il faut être patient parce que c'est pas nous qui faisons des lois, nous sommes là pour vous donner la bonne information. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, pour
Pour le moment, au niveau du Québec, on attend. Au niveau du programme Entrée Express, dans certains cas, si vous nous envoyez votre CV, on peut évaluer, on peut vous dire si vous répondez aux critères. Alors, c'est comme ça. Au niveau du travail qualifié, c'est un peu difficile pour les francophones aujourd'hui. Pourquoi ça devient, c'est comme ça? Parce que il y en a dans certaines provinces, c'est que les francophones ne sont pas assez, ou bien ne réussissent pas comme les anglophones. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, c'est la réalité. Nous, on vous dit ce qui est réel et alors on avance à ce niveau-là. Pour le programme de parrainage de parents, vous constatez que jusqu'à présent, pour les gens qui ont envoyé le courriel pour dire qu'ils ont l'intention de parrainer leur père, leur mère, jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien, silence radio. Alors, depuis février, on est rendu à la fin du mois d'avril. Quand est-ce qu'on va pouvoir parrainer les parents? On ne sait pas. Jusqu'à présent, pour l'âge des enfants qui devait passer à 22 ans, silence radio. On n'a encore rien dit. Jusqu'à présent, pour la résidence permanente de 2 ans, et pour les époux, silence radio, on ne dit rien, on ne sait pas quand ça va être effectif. Pour la citoyenneté, on devait, par exemple, depuis le mois de février de l'année dernière, on a pris cet avant-projet de loi, mais jusqu'à présent, c'est encore 4 ans sur 6 ans. Alors, il faut attendre. Pour le parrainage de conjoints, pour ceux qui veulent parrainer leurs conjoints, alors, on constate que surtout à l'ambassade du Canada en Haïti, il y a beaucoup d'entrevues maintenant. Alors, c'est pourquoi, si vous ne faites pas attention, ce qui va se passer, vous allez faire votre demande, elle va être refusée pendant l'entrevue. La demande doit être préparée et en même temps, l'entrevue doit être préparée. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est pourquoi on vous dit... Depuis plus de 5 ans, on répète la même chose. Ça veut dire qu'une relation, une demande de parrainage doit être assez authentique pour qu'on puisse savoir que effectivement, c'est-à-dire que c'est une relation qui est vraie. Tout ce que vous ne démontrez pas dans la relation n'existe pas pour l'agent d'immigration qui traite le dossier. Alors faites attention. On s'arrête là, on prend une toute petite pause et après maintenant on va retourner avec notre ami Ronnie Désir depuis Toronto. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Bonne nouvelle là! Pour la fête des mères, Unitransfert organise un grand tirage en Haïti avec 28 cadeaux pour 28 mamans. 28! Des prix alléchants tels que four, réfrigérateur, salon, salle à manger, chambre à coucher et une automobile flambant neuve. Pour participer à ce fameux tirage, il suffit seulement d'effectuer des transferts d'argent à vos parents et amis en Haïti du 1er mars au 28 mai 2017. Ne l'oubliez pas, 27 gros cadeaux plus une automobile flambant neuve. Wow! Quelle belle façon de fêter les mamans en Haïti. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Termes et conditions applicables. Ou à le faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti, le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Et puis, ici à Montréal, bien un peu partout en Amérique du Nord, c'est le 438 876 9398. Comme annoncé, nous avons avec nous depuis Toronto, notre ami M. Ronnie Désir. Il nous dit, bonsoir M. Désir, comment vous êtes? Bonsoir Jean-François, nous là et nous-mêmes, comment on a regardé? Alors, depuis 2 semaines, moi t'ai annoncé Mounio qu'on est là avec nous parce que il y a un mouvement qui a fait là au niveau de Haïtiens qui dans Tijuana, qui bloqué entre le Mexique et puis Californie, si je me souviens bien. Alors, nous connaissons que nous prenons l'initiative là, n'a goumé. Alors, nous avons côté où là, et en Haïti, et ici, un peu partout, il y a côté où. Alors, nous avons pour dire nous exactement qui ça, comment ça a eu, je ne dis pas. Ok. Premièrement, par contre, que tout est fait historique là, nous déjà, c'est que nous gagnons après le tremblement de terre là, que le Brésil, c'est pas une opportunité pour les Caravaliens, nous avons à peu près 50 000 Haïtiens qui allaient au Brésil. Mais leur arrivée au Brésil, c'est qu'après, ils ont fait un travail l'autre fois, avant Coupe du Monde là et avant Jeux Olympiques. Mais une fois que Jeux Olympiques là fini, Coupe du Monde fini, qu'on y a pas presque un travail pour eux, et Brésil vient tomber en récession. Automatiquement, le Brésil tombe en récession. Nous-mêmes, nous mettons quoi dehors pour le jeune job, pour avoir l'argent par exemple à Haïti. Oui. Là, tout le monde, ils ont une route qui est vraiment périlleuse, côté que ils sont sortis de Brésil pour passer par Équateur, passer par Pérou, etc., Nicaragua, Panama, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Mexique. Et ils passent par Costa Rica et Honduras. Et puis, vous arrivez au Mexique. On connaît que l'arrivée au Mexique, normalement, avant l'élection présidentielle américaine, le président Obama, il était quitté par jour 50 Haïtiens entrés. Le 50 Haïtiens entrés, automatiquement, leur entrée, le jeune papier au travail, etc. Mais pendant la période de son plan, eux-mêmes, leur entrée, majorité là dans leur entrée, ils ont quitté leur entrée tout, mais je connais que par répondre à critères asile politique, automatiquement, tout lui-même, ils retournent au lacaille. C'est que compte tenu que Mounio Kounia, ils ont bloqué Tijuana, parce que Tijuana, alors, comme dit Mounio bien, que travers Tijuana, il est au nord du Mexique, c'est juste en dessous de San Diego. C'est le côté que les Baja Californie. Baja Californie, ok? Oui. C'est que Mounio yo même là, ça qui vient arriver Kounia yo en face en pile problème. Premièrement, doit regarder côté que Mounio était au logement, yo pas vraiment décent. Par exemple, nous gagnons les fleurs salésiens. Côté que yo t'a supposé prendre 80 personnes, c'est bien plus que 500 personnes qui la donnent. Et pas un travail vraiment dans ce zone-là, Mounio yo la guerre prostitution. OK. Et ça t'a étonné pour être qu'un garçon haïtien qui la guerre dans la prostitution. Ça veut dire qu'il vient arriver dans un moment qui est vraiment pas intéressant. Pas de fin, non? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'habitude de ça. Même moi-même, garçon haïtien qui est dans la prostitution. Vous comprenez? Oui. Ça vient de son père qui vraiment touché nous à cœur. C'est que nous gagnons un paquet de jeunes pilotes bord et nous connaissons une zone qui est extrêmement dangereuse depuis que nous prenons dans le nord de Mexique. Oui. Alors, c'est peut-être ça, depuis en fin année 2016, là, nous lançons nos batailles pour nous mettre si nous sommes capables d'aider nous entrer ici. Et nous connaissons que ce n'est pas facile parce que si il y a des gens qui suivent la presse, n'a pas que toute porte n'a frappé, porte choco coca ouvrir. Mais sauf que nous espérons que nous avons fait porte choco quand même. C'est seulement ça que nous sommes capables. Oui, Onis. Si il y a une question que vous voulez poser, vous pouvez toujours poser une
Oui, alors on a tout dit, Mounio, si quelqu'un qui voulait poser question, il y a fait 514-790-2726 pendant que on est avec nous, on a répondre. Mais combien Mounio est comme ça, on est sous zone Tijuana? À peu près combien Haïtiens qui bloquent dans la zone ça là, comme ça? Ok, comme ton parole, c'est que avant, c'était à peu près 19 000 Haïtiens. Mais au fur et à mesure, il y a qui joignent l'asile politique au Mexique. Il y a une minorité quand même qui retourne en Haïti. Ok. Il y a une minorité qui retourne au Brésil. Et puis, la grande majorité, ils ont entré aux États-Unis. Et puis, ils vont en pile là-dedans retourner. Actuellement, sous frontière là, il y a environ entre 6 à 10 000 Haïtiens. Parce que, ça qui est passé, vous connaissez que mon yo peur, ils ne sont pas capables de voir un chiffre exact. Oui, approximativement. Approximativement, il y a à peu près 6 000 Haïtiens. Alors, ouais, 10 000. Ensuite, nous gagnons, déjà, il dit, dans les États-Unis, il y a à peu près 35 000 personnes qui sont sous déportation. Il y a plus que 50 000 qui, dans le programme TPS, là, captain. Alors, ça veut dire que c'est grave. Alors, mais démarche que nous faisons pour Tijuana, ça veut dire nous frappons porte le gouvernement fédéral. Qui ça veut dire nous? Nous connaissons une réunion à Ottawa avec l'ONU. Qui ça veut dire nous? Parce que Haïtiens, ça et puis même Québec tout, Haïtiens, ça a eu une situation de détresse, l'autre bois. Nous connaissons que pour Québec, un programme et pour considération humanitaire pour les gens qui sont en détresse à l'étranger, même si ils ont été fait pour Raif Badawi, ils ont fait pour plusieurs autres monde. Est-ce que nous demandons, qui ça veut dire nous concrètement, parce que mouvement comme c'est Toronto, mais bon ici de la tour, faut nous bouger, faut nous demander parce que nous gagnons des gens qui est capable d'aider nous, qui ça veut dire nous? Ok, bonne parole. Vous comprenez ce qui passe? C'est que parce que nous expliquer, nous n'avons aucun porte qui ouvre. Nous travaillons pour nous ouvrir porte parce que nous parlons de gouvernement Québec, nous frappons pour le gouvernement Québec là déjà. Nous voyons au niveau fédéral. Nous frappons pour le gouvernement Ontario, c'est la même chose. Nous écrivons ministre fédéral immigration. Nous voyons nous dans le commissariat des Nations Unies. Mais on connaît que la situation haïtienne est difficile. Parce que si on compare par rapport à Syrie, etc., c'est que le commissariat des Nations Unies lui-même ne peut pas vraiment considérer nous comme réfugiés politiques. Oui. Vous comprenez? Parce que là, nous allons, nous plus parler de. Est-ce que nous pouvons comparer nous-mêmes avec les gens qui sortent d'Arfour? Vous comprenez d'Arfour? Oui, au Soudan. Oui. Il y a à peu près 30 millions de gens en Afrique de l'Est qui sont menacés de famine. Il y a pas de Syrie, il y a pas de Irak. Est-ce que nous pouvons comparer à ici ensemble avec eux? Ça fait une bagaille. C'est que, compte tenu de ça, nous-mêmes, ça nous demande que pour considérer le cas humanitaire, parce que, nous-mêmes, ces problèmes El Niño, ces problèmes température, parce qu'il faut considérer ça, nous sommes réfugiés climatiques, nous aussi, parce que nous avons toute qualité de problèmes qui sont de toi ici. Okay. Et je crois que c'est dans ça qu'on a travaillé, et le gouvernement Trudeau, il faut répondre nous, mais nous attendons, et nous menons notre démarche, nous connaissons que ça prend du temps, que nous ne connaissons pas ce que ça fait, mais nous essayons. Mais du point de vue légal, oui. Parce que nous ne pas un monde qui l'autre bon espoir pour gagner qui est. Oui, mais moi, du point de vue légal, Québec a fait plus que l'autre côté ça, parce que même prévoit question pour considération humanitaire pour les gens qui sont en détresse. Alors peut-être que documenter pour nous documenter ça. De toute façon, nous avons pour nous parler de ça, mais il faut nous continuer la bataille là pour que nous voyons exactement comment nous sommes capables de faire dans ce sens pour nous ça nous sauver avec Mounio. Parce que là, c'est près de 100 000 personnes qui a en possibilité pour retourner en Haïti là. Si nous prenons plus que 50 000 TPS, 35 000 qui déjà en prison, qui en liste de déportation, et puis si il y a à peu près 10 000, ça veut dire qu'il y a un pile monde qui est dans la situation ça. Non, mais
suis tout à fait d'accord. Si ça fait tout, on a demandé que mon Québec, pour faire pression sur MP, Oui. sur membres dans le Parlement, parce que c'est eux-mêmes qui sont capables d'aider. Parce que comme c'est ça, là nous-mêmes, par contre, j'étais au courant que c'est nous-mêmes qui étaient initiés au départ, là où tu as levé le moratoire là, soit ici avec Zimbabwe. Avec Zimbabwe. Oui. C'est nous-mêmes qui étaient initiés, c'est nous-mêmes qui continuons. Nous avons commencé ce gouvernement empereur là, et nous finissons avec le gouvernement Trudeau, et forme du tout avec apport pour député de Bourassa, Emmanuel Dubois. Et forme tout, actuellement, Emmanuel Dubois est extrêmement occupé. Jusqu'à date, nous avons pour nous rencontrer ensemble avec dernièrement, nous n'avons pas de chance pour nous rencontrer. Et nous espérons que nous allons rencontrer et pour le capable. Parce que tout Haïtien est là pour nous comprendre, parce que nous gagnons fort. Et ça fait que nous-mêmes, nous devons nous engager toute population québécoise, haïtienne d'origine, québécois d'origine haïtienne, parce que c'est nous-mêmes pour nous faire pression, nous gagnons plus au Québec qu'en Ontario. C'est dans ce sens que m'a dit on nous fait pression sur MP pour capable de faire le gouvernement Trudeau avancer. Parce que il semblerait qu'il y ait rien côté que vous bloquez nous. Que nous bloquer pour nous joindre moyen pour nous débloquer la situation. Ok. Parce que pas vraiment facile. Ok. On y a des gens qui veulent poser question. Oui, on y a des gens qui veulent poser question. On a pris un premier appel pour nous. Oui, allez. Vision Max Service, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, ma question, c'est pas concernant de M. Woni, c'est juste concernant de ce que vous avez parlé avant au sujet du voyage en Haïti. Est-ce que vous pouvez me faire la différence, s'il vous plaît, entre une personne qui est résident avec un asile politique et celle qui est sur humanitaire, s'il vous plaît? Et quand vous dites personne résidente, c'est-à-dire quand la personne a eu son statut de résident permanent, il y a des catégories. Alors, soit, par exemple, parrainage, soit travailleur qualifié, soit asile. Là, on a parlé des gens qui ont demandé l'asile contre Haïti, ça veut dire des demandeurs d'asile. Et là, on leur dit, suivant les dispositions de la loi, ils ne peuvent pas voyager parce que on peut enlever le statut de résident permanent parce que jusqu'à présent, c'est ce que la loi dit. Alors là maintenant, les gens qui ont eu aussi, par exemple, des demandes de la considération humanitaire également, sont considérés comme des personnes protégées. Il faut faire attention parce que ce que je trouve qui est des fois très triste, c'est parce que la personne est venue, elle dit « je ne peux pas retourner dans mon pays parce que les bandits sont après moi ». Et aujourd'hui, après 1 an, après 2 ans, la personne décide de voyager chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Alors c'est pas normal. Des fois, on a des gens qui sont en Haïti qui ont des problèmes, ils vous disent oui, j'aimerais venir, mais il faut me dire quand est-ce que je peux retourner. Mais restez chez vous finalement. Si déjà vous voulez venir et en même temps vous voulez savoir quand il faut retourner. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que je vais retourner sur ce sujet-là, mais comme on a avec nous M. Woni Désir qui nous parle de sujets assez intéressants. Alors ce que je peux vous dire, la semaine prochaine, je vais revenir sur ce sujet-là. Ok? Oui. Oui, Vision Max Service, bonsoir. Oui, allô? Excuse-moi. Oui. Allô? Oui, Woni. Oh non, j'allais juste porter une précision pour dire certainement il n'y a pas de doute quand on a eu l'asile politique, théoriquement, on ne devrait pas voyager pour aller en Haïti. Ça, c'est clair. C'est la loi qui le dit. Ouais, mais des fois, les gens, parce qu'il y a un voisin qui retourne, et puis là, on trouve que c'est la loi, etc. Je vais faire une petite parenthèse. Jean, et même, il y a des gens, c'est vrai qu'ils demandent la justice politique. 3 mois après avoir leur résidence, 2 mois, ces gens-là décident de retourner. Pendant que ces mêmes personnes disent que leur situation c'était dangereux pour eux, ils ne pouvaient pas rester, mais ils attendaient à avoir juste la résidence pour retourner. 1 mois, il y en a 2 mois après. C'est ça, c'est la loi, etc. Il y a quelqu'un d'autre en ligne?
Oui, allô? Allô? Oui, allô, son question que gagne. Oui. Allô? Oui, c'est pour M. Rony Désir ou bien c'est général? Question générale. Oui. Ok, allez-y. Alors, une question. Vous m'avez parlé. Ok. Question que gagne pour M. Jean-Denis. Gon loi qui paraît que les AVE. Est-ce que c'est pour les résidents permanents? Comment ça marche? Non, AVE, c'est pour voyage électronique. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas besoin de visa pour venir ici. Mais le gouvernement a décidé depuis l'année dernière, avant que les gens viennent, il faut prendre une autorisation de voyage électronique. C'est AVE. Ça, c'est AVE, est-ce que c'est sous résident permanent? Non, c'est pour les gens qui sortent dans le pays qui n'ont pas besoin de visa. Pardon? C'est pour les gens qui sortent dans le pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Tout le monde en Europe, Chili, Mexique, Kounia, les gens ont besoin. Mais les gens qui ont besoin de visa, pas besoin d'AVE. Pour qui ça que Haïti, pour qui ça les gens qui viennent ici, ils bloquent les portes, ils disent qu'il faut gagner AVE? Je ne sais pas si ça veut dire. Ça veut dire que. Vous n'êtes pas résident permanent au Canada. Non, je ne sais pas si ça veut dire. C'est parce que les parlent en liste là. AVEA, autorisation de voyage électronique là, il commence avec monde qui est dans le pays qui n'a pas besoin de visa. Qu'on a là avec $7, on fait application et puis si on va qui en ligne li fait rapidement. Alors c'est pour une fois de ça pour mon Haïti, on va vérifier pour semaine prochaine n'a tourner sur ça. OK. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, ça t'est tenu ma cœur pour me dégager dans l'émission. En fait, c'est pas en question de gain, non, c'est des commentaires que me fait de préférence. Ah, OK, l'attendez. Oui, moi, je voulais remercier Vision Max. Bon, c'est pour la communauté haïtienne, non, surtout pour toute communauté, mais surtout moi-même qui haïtien. Moi, je voulais dire une grande félicitation pour le service qu'on fait. Parce que moi, récemment, moi, j'ai participé dans un programme de demandeur d'asile, là, ok, et que c'est Vision Max qui t'a aidé, moi, dans un très bref délai, dossier m'était bien préparé, me satisfait, et que je voulais dire merci, et puis je voulais dire nous continuer dans bon travail, là. Je suis content de gagner ici, conséquent, qu'a aidé nous. Merci beaucoup. Je remercie staff, là. Merci beaucoup, madame. D'accord, bye-bye. Ça fait du bien. Oui. Oui, allô? Allô, monsieur Désir? Oui, je suis là. Oui, ok. Bon, c'était plusieurs autres questions et commentaires. Alors, moi, t'as aimé parce que nous arrivons dans le fin à tout. Et moi, t'as aimé que nous font tirer, nous font comme ça, une synthèse. Alors, qui ça va attendre et concrètement que nous-mêmes, Québec, nous fait pour nous capables de booster le mouvement? Ok. Donc, premièrement, que pour nous venir sur la même longueur d'onde, nous commençons que nous avons deux concerts parce que c'est bon, ça n'a fait ni pour bailler moi-même, Rony Désir Crédit, ni pour bailler Jean-François Crédit. Oui. Ça n'a fait, c'est pour nous résoudre nos problèmes. Premièrement, retirer Haïtien ça on a danger pour hier. Okay. Parce que pas qu'on est Haïtien, on connaît Tijuana, mais Tijuana, c'est pas facile. Oui. Parce que pour nous, nous face à un danger vraiment éminent, très sérieux. Et ça nous demande des populations d'origine haïtienne du Québec, c'est pour nous mobiliser, pour nous organiser, pour nous faire pression sur les membres que nous gagnons dans le Parlement et nous, et je pense que nous allons avoir un mot d'au-delà de les jours à venir, comment que nous avons fait, et probablement tout, avec organisation qui Montréal, telles que Maison d'Haïti de Montréal, comité d'action, oui. Et tant d'autres lots, probablement que travail que moi-même que je ne connais pas. Oui. Et notamment que nous tous mettons des têtes ensemble, nous faisons ça, nous mettons ensemble pour nous résoudre le problème ça. C'est ça seulement. Et nous avons pour nous faire un mot de ça, parce que nous avons pour nous réunir très bientôt avec le monde Québec. Et le ça, je pense que nous avons passé normalement à travers le canal radio. Oui, c'est PAM, oui, exactement. OK.
Pas de problème, merci un pile Roni et qui n'a pas été en contact. Et puis, combat, c'est j'en dis, vraiment, c'est combat nous toutes. Et si nous-mêmes nous pas camper pour nous faire ça, pauvre malheureux qui l'autre bois pas faire rien du tout. En pile fois, nous-mêmes, nous oublier problème mounio parce que nous résidents, nous citoyens, c'est nous toutes pour qui mettent ensemble pour nous faire ça. Merci un pile, n'a continué le combat et puis, moi, connais, c'est pas dernière fois, peut-être venu, n'a pas continuer pour nous avancer, pour nous faire un café pour mounio. Merci un pile. Merci beaucoup. Merci et merci que vous avez invité pour me capable de mettre ces situations, tout le monde Québec au courant de situation. Merci un peu. Pas de problème, on n'y pas de problème. Oui. Moi que nous avons fait un très bon travail d'éducation. Merci un pile, merci un pile. Merci, alors c'est tout pour ce soir. Oui, parce que là, on ne peut pas prendre des questions. Pour les questions, ça va être la semaine prochaine. Oui, on va donner des problèmes à Junie. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à tout le monde, aux gens de Fort Liberté qui nous écoutaient là. Alors maintenant, Michel est de la région là. Du Trou du Nord. Oui. Alors les gens me parlent souvent, mais oui, Michel, quand est-ce qu'on va pouvoir écouter l'émission en direct? Alors là maintenant. Méloïka, 103.5 FM, merci à Junior Saint-Ville aussi également qui est animateur à la radio. Merci à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine à pareille heure pour une autre émission. Merci.